Salut à tous chers amis et bienvenue dans les chroniques audio des Réfracteurs, votre rendez-vous podcastique du site lesréfracteurs.fr. Et on poursuit tous ensemble notre exploration de la filmographie de Paul Schrader qui nous accompagne pendant tout le mois de novembre, puisqu'aujourd'hui on va parler de Affliction, sorti en 1998. Et pour m'accompagner comme sur la plupart de ces podcasts consacrés à Paul Schrader, j'ai mon ami Gré Pigeon. Comment ça va Gré ? Salut Spike, je vais très bien et je suis ravi de te retrouver pour parler de ce film très sympathique de Paul Schrader. Alors Affliction, tu l'as dit, c'est de Paul Schrader et dedans on va retrouver Nick Nolte dans le rôle de Wade, James Coburn dans le rôle de Glenn, Sissy Spacek dans le rôle de Margie et un habitué de la maison, Willem Dafoe dans le rôle de Rolf, puisqu'il revient accompagner Paul Schrader pour ce film et on a déjà souligné la dernière fois à quel point ils étaient tous les deux très liés. Alors, avant de faire un résumé, il faut quand même peut-être souligner qu'à ce moment de sa carrière, Paul Schrader est un peu lâché par ses producteurs, j'ai l'impression, ou en tout cas, il n'est plus la star que tout le monde s'arrache. Pour produire Affliction, il lui aura fallu plus de 4 ans pour trouver des financements, ce qui est quand même assez long. Alors, avant de se pencher sur le film, on peut peut-être faire un petit résumé. Tu veux le faire ou je m'y colle, Gray ? Comme d'habitude, je vais te laisser t'y coller. Eh bien, alors comme ça, au débeauté, je dirais que Affliction, c'est le parcours donc de Wade, que joue Nick Nolte, le flic d'une petite ville américaine du New Hampshire, qui est un petit peu en proie à la décrépitude économique. Mais plutôt que de s'attarder là-dessus, Paul Schrader va nous montrer une fois de plus le destin d'un personnage en proie à ses démons, puisque Wade est séparé de son ex-femme, qu'il n'a pas la garde de son enfant, et surtout parce qu'il tombe dans une espèce d'addiction progressive à l'alcool principalement. En parallèle de ça, il y a un fait divers qui va se dérouler dans cette petite bourgade du New Hampshire, la mort lors d'un accident de chasse d'un grand patron, et on va s'interroger pendant tout le film pour savoir si c'est un véritable accident ou s'il y a eu peut-être un complot, une fois de plus chez Paul Schrader, pour mettre à mal ce personnage. Voilà comment je résumerai. Très bon résumé, pas évident parce que le film, comme souvent avec Paul Schrader, a plusieurs niveaux de lecture. Alors il faut peut-être commencer par poser le cadre, le décor de ce film. On l'a dit, c'est une bourgade modeste du New Hampshire qui est en pleine décrépitude économique. Et j'ai trouvé intéressant que Paul Schrader ne se lance pas dans des grandes théories, mais qu'il préfère restituer l'âme de cette petite ville d'Amérique à travers les gens, à travers leurs galères. On n'est plus dans une mégalopole, on n'est pas à New York ou à Los Angeles que Paul Schrader a souvent mis en scène. Non, on est ici dans un petit village et finalement la pauvreté, la précarité qui va frapper ce village, on le voit à travers le quotidien des personnages. C'est assez subtil, j'ai l'impression. Certes, mais c'est aussi très sombre. On retrouve les thèmes chers à Paul Schrader. Même dans cette petite ville du New Hampshire, il y a de la corruption, la cupidité, des meurtres et des abus. Les habitants se dévisagent, ils s'espionnent, et Wade ne fait pas exception à cela. Il ne semble pas pouvoir se débarrasser des abus et de la dépendance générationnelle qui lui était attachée lorsqu'il était petit. Au début du film, Wade entre dans un bar pour une bière et doit écouter un jeune punk raconter à quelqu'un une histoire qu'il a entendue au sujet du père de Wade, et ce dernier maltraitait ses 2 fils. La souffrance de Wade est de notoriété publique à Lawford, malgré le fait qu'il soit le policier local. Absolument, on a vraiment l'impression que c'est le vilain petit canard du village et finalement, son poste de policier, on a presque même l'impression parfois qu'il lui a été attribué plus par pitié. Il n'a pas de vraie influence, de vrai boulot, il se contente souvent de faire la circulation auprès des écoles. Cette précarité, pour y revenir, elle est aussi appuyée par une autre scène qui va être plus intimement liée au personnage de Nick Nolte. C'est cette scène où il se rend dans le bureau d'un avocat puisqu'il veut que son divorce soit rejugé, qu'il ait un peu plus la garde de sa fille. Et là, l'avocat va lui dire ses tarifs, ses honoraires, et Nick Nolte va être véritablement décomposé sur son visage. On comprend que pour assurer cette charge financière, ça va être sans doute trop lourd pour lui, et même s'il va finir par accepter par amour pour sa fille, là aussi, on sent que c'est un village qui est en train de se déliter. C'est d'ailleurs le délitement du village est d'ailleurs un des thèmes majeurs, un des thèmes centraux de l'histoire. Comment ce petit village peut survivre à la cupidité d'un membre influent de cette ville. Alors en plus de la ville comme décor, il y a la couche neigeuse perpétuelle qui va frapper ce village. J'ai eu l'impression là-dedans qu'on opposait la pureté du blanc avec le vice qui règne dans cette ville et le fait que le personnage de Nick Nolte s'enfonce de plus en plus dans la folie. Ce geste-là, le fait d'utiliser la neige pour jouer sur le contraste, on en reparlera sûrement au moment de First Reform parce qu'il y a une scène clé qui elle aussi se déroule dans la neige. J'ai l'impression que Schrader il a choisi de créer un environnement et il noie son héros dedans. Il joue le contraste pour moi.
L'autre trait caractéristique du personnage de Nick Nolte, qui va vraiment être au centre du film, c'est sa dépendance. Ce qui est intéressant, c'est de noter que là aussi, Shredder, il va la jouer tout en retenue. L'alcool, il est omniprésent dès le début du film, un petit peu de drogue douce aussi, mais on a presque l'impression que c'est bon enfant, que c'est juste un bon vivant, Wade, avant de prendre de plus en plus conscience qu'il a un véritable démon en lui, tel un cancer qui s'étendrait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est pas c'est pas la seule dépendance qu'on sent dans ce film. Avant de parler de l'alcool, on peut même parler d'une dépendance à la ville. Le personnage de Nick Nolte n'a pas pu s'échapper comme son frère à lui a su le faire et ne le fera jamais. Il est pris au piège de cette ville. On sent au début du film que l'ambiance au sein de ce village est plutôt bon enfant, comme son rapport avec l'alcool d'ailleurs. Et c'est au fur et à mesure de l'histoire que l'emprise de cette ville va contribuer à le détruire, et que ce soit sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Alors cette dépendance, tu l'as dit, c'est aussi à la ville, mais pour revenir à l'alcool, c'est aussi quelque chose qu'il partage avec son père. Son père est un alcoolique et Wade le déteste ouvertement. On peut se demander à quel moment va véritablement basculer le destin de Wade. C'est un événement bien précis du film qu'on va être obligé de dévoiler, ça intervient à la moitié, je suis désolé si ça spoil un peu, mais il y a ce décès de la mère de Wade, et c'est là qu'on va comprendre que tous les repères de ce personnage vont disparaître. Il va finir par ne plus être sur le fil du rasoir comme il l'était depuis le début du film, mais il va complètement basculer et un peu devenir son propre père avec ses démons. Avant de parler de ça, vraiment, il faut expliquer qui est Wade. Essentiellement, Wade, c'est un homme bon. C'est toute la tragédie du film d'ailleurs, et c'est ce qui fait que le film porte ce titre. C'est un homme de bien qui veut faire fonctionner les choses, mais qui ne sait jamais comment s'y prendre. Par exemple, lorsqu'il veut rendre sa fille heureuse, il n'a pas la moindre idée de la parentalité, et son ex-femme lui fait bien comprendre. Il veut faire de la ville un endroit sûr, exercer son métier de policier, la meilleure des manières, mais les gens autour de lui le traitent comme de la merde. Même pire que ça, ils le méprisent. Il veut avoir une vie amoureuse normale, mais il continue à faire les mêmes erreurs encore et encore. Il veut se débarrasser de son tyran de père, mais quelque chose au fond de lui dit d'être là pour lui, quoi qu'il arrive. Il le déteste, mais sait que c'est son devoir de s'occuper de lui, même si ça doit le détruire. Ce sentiment de devoir est une constante dans le cinéma de Schrader. On l'a vu dans Rolling Thunder, on le verra jusqu'à Card Counter, qui conduit les personnages à leur destruction. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont prisonniers d'un destin auquel ils ne peuvent pas s'extraire. Ils vont vers le mur et rien ne peut les en empêcher, j'ai l'impression. Non seulement rien ne peut les en empêcher, mais ils ne veulent eux-mêmes pas s'en empêcher. Le personnage de Wade sait qu'il va dans le mur, mais il veut y aller. C'est son devoir. Absolument. Alors, depuis le début de notre rétrospective, on a souvent parlé de religion avec Paul Schrader. Je vous le rappelle si vous n'avez pas écouté le podcast sur Yakuza, mais jusqu'à ses 18 ans, Paul Schrader a été élevé dans une foi religieuse très fermée, avec une branche très spéciale du catholicisme, le calvinisme, qui est vraiment assez strict sur les doctrines catholiques. Il y a forcément une scène du coup qui nous a interpellés dans le film, c'est cette scène où tout le monde prie après la mort de la mère, y compris des personnages comme Willem Dafoe qui sont décrits comme non-croyants. Il y a un seul personnage qui ne va pas se joindre à la prière, ça va être celui de James Coburn, le père donc de Wade, qui lui va s'énerver. C'est peut-être léger, peut-être même trop léger, mais j'ai l'impression que Paul Schrader, avant First Reformed, il met déjà en question le divin. Il paraît même parfois accusateur. Alors ça marche qu'à moitié, parce que ça passe par un personnage très marqué, même si on a réussi à l'apprécier toi et moi, mais auquel il est strictement impossible de s'identifier. Ce personnage, c'est James Coburn. Le personnage est absolument horrible. Quand on dit qu'on l'a apprécié, c'est qu'on a apprécié la performance de James Coburn, mais le personnage en lui-même est absolument détestable. James Coburn, c'est la vraie plus-value de ce film, selon moi, et il est au-delà de l'exceptionnel dans ce rôle. Je pense que je n'oublierai jamais cette performance, parce que parvenir à faire de Nick Nolte un petit garçon apeuré, c'est un miracle. Nick Nolte, c'est un géant, hein. Et James Coburn arrive à rendre Nick Nolte tout petit face à lui. Le choix de James Coburn n'est pas innocent. Paul Schrader rêvait de travailler avec lui, et James Coburn, qui avait pris sa retraite à l'époque, est sorti de sa retraite pour le rôle. Oui, et d'ailleurs, il va gagner un Oscar pour ce rôle tout de même. Alors j'ai trouvé une petite anecdote intéressante, c'est lors d'un meeting avec James Coburn pour parler du film, Paul Schrader va lui demander de faire de grosses préparations pour son rôle. Et James Coburn va lui répondre une phrase assez intéressante, il a dit « Ah, tu veux que je joue réellement ? Je peux faire ça, je ne l'ai pas fait souvent, mais je peux le faire. » Et j'ai trouvé ça assez marrant. Il y a une autre anecdote qui est assez rigolote, un petit peu à l'image de ce qu'on a eu sur le troisième Indiana Jones, c'est la différence d'âge entre les deux acteurs. Ils n'avaient que 12 ou 13 ans d'écart. James Coburn joue le père
de Nick Nolte, mais pourtant ça reste très crédible. James Coburn fait plus vieux que son âge et Nick Nolte fait plus jeune que son âge au moment du tournage. Oui, c'est vrai qu'on n'a jamais l'impression qu'ils ont un âge assez semblable. Et c'est vraiment assez bien amené par Paul Schrader pour qu'on puisse l'admettre tel quel. Alors en dehors de ces deux figures masculines très fortes, il y a la place des femmes au sein de ce village qui va être interrogée. Alors ce thème, il va être porté d'après moi par deux personnages. Il y a d'abord le personnage de Sissy Spacek qui est peut-être la seule femme véritablement forte du film alors que les autres sont plutôt effacés. Puis ça va être aussi souligné par le personnage de Willem Dafoe qui, à un moment du film, va exprimer clairement le fait que les femmes sont finalement les premières martyrs de ce système. Je note aussi que cette mère qu'on a évoquée, qui est au centre du récit, on ne la voit quasiment jamais et ça semble être une volonté de Paul Schrader. Ouais, le personnage joué par Sissy Spacek, c'est la seule personne qui n'a pas peur de laisser entrer dans sa vie. C'est un personnage qui existe par lui-même plutôt que dans le seul but de réconforter Wade. Et d'ailleurs, on sent que Wade ne le comprend pas quand sa vie commence à tourner. Il considère que Sissy Spacek doit être là pour lui. Elle considère qu'ils sont des partenaires égaux. Sa réalité est séparée de celle de Wade, car le film suit tout à travers le point de vue flou de Wade. Il fusionne les souvenirs passés avec les événements présents, voyant des choses qui pourraient être ou ne pas être là. Le personnage de Sissy Spacek ne pourra plus l'accepter. Alors tu parles de cette réflexion sur les événements passés et il y a quelque chose qui m'a plutôt marqué dans Affliction et que j'ai retrouvé par la suite dans Adam Resurrected ou dans The Card Counter, c'est le fait que Paul Schrader, dans sa mise en image, il a une vraie réflexion sur comment montrer le flashback. Dans Adam Resurrected, il utilise le noir et blanc, c'est peut-être un peu classique mais ça fonctionne. Ici, dans Affliction, il utilise une espèce de caméra bon marché, de caméscope, pour filmer les souvenirs d'enfance de Wade. En fait, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression qu'en jouant sur ces esthétiques de l'image, il nous renvoie peut-être à des films familiaux que nous aussi on aurait eu, sauf qu'ici, ces souvenirs, ce sont des souvenirs qu'on préférerait oublier et qui ont profondément traumatisé Wade. Moi, ça m'a marqué cette réflexion qu'a Schrader. On voit bien là que ça n'est pas qu'un simple scénariste devenu réalisateur, mais c'est quelqu'un qui a une vraie réflexion sur comment mettre en image les choses. Ces scènes sont vraiment glaçantes. Toutes les interactions que le personnage de James Coburn a eues avec ses enfants sont absolument atroces et difficiles. Et Schrader les rend très bien. Le fait que ces images soient à la limite du flou contribue aussi à nous faire comprendre que les souvenirs de Wade sont un petit peu fantasmés, voire ne sont peut-être pas exactement ce qu'il s'est passé. Oui, d'ailleurs, il y a un des personnages qui va remettre ça en cause, c'est celui de Willem Dafoe, son frère. Alors, on l'a peut-être laissé de côté jusqu'à présent, mais il y a une autre couche de ce récit, c'est ce complot qu'on vous a exposé dans le résumé. C'est une strate bien étrange en fait qu'on a là, parce qu'elle va nous accompagner pendant tout le film, mais on ne sait jamais vraiment si c'est réel ou pas. Au début, on y croit, on a envie d'y croire, et le film nous y invite clairement dans le cheminement de l'enquête, avant de progressivement comprendre que c'est Wade qui vrille et qui perd un peu pied avec la réalité. Schrader semble vouloir à tout prix qu'on adhère initialement à la trajectoire de cette thèse, mais elle va se révéler vite absurde. J'ai quand même été assez dubitatif sur un point du scénario. Narrativement, pour moi, le film il va commettre une erreur en faisant du personnage de Willem Dafoe l'instigateur des doutes à propos de ce complot. C'est lui qui va relancer l'intrigue et ça me semble vraiment déconnecté du reste du film. J'ai aimé Willem Dafoe, j'aime son rôle, mais j'ai eu l'impression que ça semblait un peu artificiel dans le déroulé. Et on va spoiler, bouchez-vous les oreilles une seconde, mais peut-être que l'ironie ultime du film, ce sera de faire de Wade le seul tueur avéré. C'est le vrai problème de ce film, pour moi. Le personnage de Willem Dafoe n'est pas crédible. On l'a dit, hein, c'est le mouton noir de la famille, dans le sens où c'est celui qui est parti, c'est celui qui a eu une éducation, et c'est lui, en fait, qui part dans les thèses de conspirationniste. Qui plus est, Dafoe le joue très calme. Son discours ne colle pas du tout avec son phrasé. Il a un discours très énervé, très énergique, et il a un phrasé très calme. C'est un vrai problème pour moi, l'interprétation de Dafoe dans ce film. Le destin de Wade est scellé dès le départ. La voix off nous révèle que Wade a disparu et que c'est mieux ainsi. La voix off, celle de Dafoe. Néanmoins, Schrader va nous faire croire en son personnage. Ce sont les abus et la violence de son père et l'indifférence de la ville qui vont faire des ravages sur la psyché de Wade, alors que, humainement parlant, cet homme avait du potentiel. Il aurait pu enfin être aimé et respecté.
Mais c'est un film de Schrader, donc ça ne sera jamais le cas. Son père imbibé d'alcool ne s'intéresse pas à la douleur de Wade. Le seul intérêt qu'il a est d'utiliser cette douleur à son avantage et de détourner son fils des quelques personnes qui se soucient de lui, et notamment le personnage de Willem Dafoe. Alors tu l'as dit, on a l'impression que Wade il joue un petit peu un rôle. Et d'ailleurs, ça va être souligné dès la scène d'ouverture du film. C'est une fête d'Halloween pour enfants, mais où la fille de Wade, qui l'accompagne pour une fois, ne semble pas vouloir jouer la comédie. En fait, moi j'ai eu l'impression que ce que nous disait Schrader au début du film, c'est que Wade était dans l'illusion, dans le fantasme, notamment dans une espèce de transformation de ses souvenirs, mais qu'autour de lui, le reste de la ville ne voulait absolument pas jouer la comédie. Finalement, le seul personnage qui joue un rôle, qui fait semblant, c'est celui de Wade. En fait, Schrader joue avec un espèce de cliché du cinéma hollywoodien où on a une relation père-fille assez classique, où le père est divorcé de la mère de l'enfant. Généralement, le père et la fille s'entendent plutôt bien. Là, on comprend très vite qu'il y a un problème avec le personnage de Wade, tant la fille ne veut même pas avoir affaire à son père. C'est vrai qu'il a du mal à rentrer dans son rôle de père, mais il a aussi du mal à rentrer dans son rôle de flic. En fait, j'ai eu l'impression que Wade, il est toujours en recherche d'une importance, quelque chose qui lui donnerait une raison de vivre. Et là, il y a une scène assez étrange que personnellement je ne trouve pas hyper réussie d'ailleurs dans sa mise en image, mais c'est un détail. En fait, cette scène, c'est celle où Wade va retenir un bus scolaire pendant plusieurs minutes, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Il semble un petit peu figé en réalité. En fait, j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, Paul Schrader nous disait, là, il a une importance, ce personnage a une importance minime, mais ça va lui donner une raison de vivre, une raison d'exister. Et même si c'est une tâche complètement banale, Wade va s'y accrocher bec et ongle. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que tout au long du film, Wade est poursuivi par un douloureux mal de dents, une espèce de douleur constante et sourde qui ne va jamais le lâcher. Et ça va se développer lentement au cours du film et qui va contribuer à la perte du personnage. Son sourire se transforme en grimace, il marche courbé, il est brisé aussi bien physiquement que spirituellement. Pour un grand type comme Nick Nolte, Wade il aborde une silhouette plutôt timide. La seule chose qu'il distingue dans une foule de gens, c'est la bombe à retardement qui est à l'intérieur de lui. Le glissement dans l'obscurité est inévitable, alors qu'il commence à prendre soin de son père après le décès soudain de sa mère. C'est vraiment le thème central de ce film, le complot qui est développé, dont on pense être l'intérêt principal de l'histoire, n'est qu'un prétexte pour vraiment suivre la descente aux enfers du personnage de Wade. Alors finalement, si Paul Schrader n'est pas à l'origine du livre qui a inspiré Affliction, on comprend assez bien ce qui a résonné en lui, parce que finalement Wade, il est totalement inscrit dans la filmographie de Paul Schrader. Tu as eu ce sentiment aussi ? Oui et non. Le personnage de Willem Dafoe pourrait aussi être un personnage très schraderien. C'est d'ailleurs lui qui fait la voix off, procédé que Schrader utilise très souvent. Le film en lui-même est un film très schraderien. Le personnage de Wade peut être un petit peu trop détruit. Le personnage typique de Schrader doit avoir une envie de rédemption. Là, on est dans le contraire. On est dans un personnage qui se détruit. On pourrait peut-être faire le rapprochement avec un personnage comme celui de Travis Bickle au début de sa carrière. C'est assez juste, et il ne nous reste plus qu'à attribuer une note à Affliction alors. Je vais donner la mienne en premier pour une fois, puisque ces derniers temps, c'est souvent toi qui t'y es livré en premier. Alors moi, je lui mettrais 7 sur 10, parce qu'il y a quand même quelque chose à propos du deuil qui a résonné en moi et que j'ai trouvé assez juste. Et toi, Greg ? Eh ben vraiment, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Je pensais que tu allais noter plus bas le film. Je voulais mettre également la note de 7. C'est un des plus beaux films de Paul Schrader, mais également un des plus durs à regarder. Décidément, on est vraiment connectés ces derniers temps, et puis il ne nous reste plus qu'à dire au revoir à nos auditeurs. À bientôt pour un prochain podcast consacré à Paul Schrader, puisqu'on touche bientôt au but. Et puis comme d'habitude, il ne nous reste plus qu'à faire des bisous. Des bisous avec un gros mal de dents, ça te va ? Avec un mal de dents, mais qu'on guérit avec une bonne rasade de whisky. À bientôt tout le monde.